La Terre n'est qu'une petite planète parmi tant d'autres, en orbite autour d'un Soleil qui est lui-même qu'une étoile parmi des centaines de milliards d'autres dans la galaxie, qui elle-même n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres dans l'univers. Il est facile de se sentir tout à fait petit face à l'immensité du cosmos. Et vous allez voir que les choses ne sont pas près de s'arranger. Car aujourd'hui, nous savons que ce que nous pouvons voir n'est qu'une infime partie de l'univers. La matière normale, ce qui vous compose, vous et moi, ainsi que tout ce qu'on peut observer dans l'univers, n'est qu'une toute petite fraction de ce qui existe réellement. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances en astronomie, ainsi que tout ce que je n'ai pas le temps d'évoquer dans mes séances de planétarium. Alors dans le courant des années 60-70, l'astronome Vera Rubin observait des galaxies spirales. Elle s'intéressait à la façon dont elles tournent, ce qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les galaxies. Pensez par exemple au système solaire. Dans les années 1600, Johannes Kepler a compris que plus une planète est éloignée du Soleil, plus elle se déplace lentement. Quelques dizaines d'années plus tard, Newton a mis cela en équation, en calculant la force de gravité qui émanait du Soleil, ce qui signifie qu'en retour, nous pouvions connaître la masse du Soleil. C'est pareil avec les galaxies. Si vous pouvez mesurer leur vitesse de rotation, c'est-à-dire à quelle vitesse les nébuleuses et les étoiles se déplacent sur leurs orbites près du bord de la galaxie, vous pouvez calculer la masse de la galaxie tout entière. Pour mettre en évidence leur rotation, il faut mesurer l'effet Doppler dans leur spectre, ce qui vous donne leur vitesse de rotation. Vera Rubin s'attendait à ce que les étoiles les plus éloignées du centre de la galaxie se déplacent plus lentement, tout comme les planètes les plus éloignées autour du Soleil. Or, ces mesures lui indiquent exactement le contraire. Dans les galaxies, la vitesse de rotation est constante, quelle que soit la distance de la matière par rapport au centre de la galaxie. Ce qui est très étonnant, car normalement la gravité diminue avec le carré de la distance. On s'attend donc à ce que la vitesse de rotation des étoiles sur le bord externe de la galaxie soit beaucoup plus faible. Mais ce n'est pas le cas. Les spectres indiquent clairement que la gravité des galaxies est constante dans l'ensemble du disque. Étrange, n'est-ce pas? Autre élément étonnant, les photos des galaxies montrent clairement que le nombre d'étoiles et de nébuleuses diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre de la galaxie. Autrement dit, plus on s'éloigne du centre d'une galaxie, moins il y a de masse. Ce qui est en contradiction avec les mesures de rotation des galaxies. Cela suppose donc qu'il doit exister de la matière supplémentaire, contribuant à la gravité des galaxies. Une matière différente des étoiles, du gaz et de la poussière, car pour le moment, nous n'arrivons pas à la détecter. Vera Rubin a calculé qu'il doit y avoir 50 fois plus de cette matière invisible que de matière visible dans les galaxies. Alors dans les années 1930, l'astronome suisse Fried Zwicky avait tiré une conclusion similaire en mesurant la vitesse des galaxies dans les amas de galaxies. La vitesse des galaxies était bien trop rapide pour qu'elles puissent rester dans les amas. Par conséquent, il en a conclu qu'il devait y avoir plus de gravité dans les amas que la simple matière visible. Mais la communauté astronomique accorde peu d'intérêt aux observations de Zwicky, car elles comportaient beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir être prises en compte. Il s'avère que Zwicky a énormément surestimé la quantité de matière invisible. Par ailleurs, il faut savoir que Zwicky était un personnage pour le moins iconoclaste. En effet, il n'hésitait pas à qualifier ses confrères de cons sphériques, car quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, ils ont toujours l'air cons. Ce à quoi l'un de ses collègues, Theodor von Karman, a répondu qu'il faudrait donner le nom de Zwicky à une unité de rugosité, en précisant qu'il ne pouvait y avoir qu'un Zwicky entier. L'unité pratique devrait donc être le micro-Zwicky. On imagine l'ambiance dans les labos. Toujours est-il que les observations de Vera Rubin étaient de bien meilleure précision. Cependant, c'est le nom proposé par Zwicky pour nommer cette matière mystérieuse qui est restée. C'est la fameuse matière noire. Alors au fil des années, de plus en plus d'observations n'ont fait que confirmer les mesures de Vera Rubin. On retrouve les mêmes anomalies dans les comportements des galaxies elliptiques,
mais également dans les amas de galaxies. Ce qui laisse penser que les amas de galaxies doivent également être composés de matière noire. Zwicky fut le premier à réaliser cette découverte, mais en raison de l'imprécision de ses mesures, la paternité de la découverte de la matière noire fut attribuée à Vera Rubin. Alors bien sûr, le fait qu'une grande partie de la matière de l'univers ne soit pas détectable a tout d'abord rencontré le scepticisme des astronomes. En effet, toute la matière connue produit de la lumière dans plus ou moins une partie du spectre électromagnétique. Mais plus les observations se poursuivent, et plus elles confirment l'existence de la matière noire. Alors, qu'est-ce que la matière noire? Eh bien, c'est la grande question. Vous le savez, les astronomes sont des scientifiques et donc ils sont méthodiques. Ils ont passé en revue tout ce à quoi ils pouvaient penser. Les gaz froids, les poussières, les étoiles mortes, les planètes vagabondes, tout ce qui pouvait être connu jusqu'alors. Même les particules subatomiques les plus étranges qui ont été prédites par la mécanique quantique. Ensuite, ils ont pensé aux moyens de détecter cette matière. Mais tout a échoué. Finalement, tout ce qui fait la matière normale, les atomes et les molécules, les protons, les électrons et les neutrons, a été éliminé. Il ne reste finalement que des trucs vraiment bizarres. L'une des hypothèses concerne une particule subatomique hypothétique, les axions. Pour le moment, ils n'ont jamais été détectés, mais leurs propriétés correspondent à ce que nous savons de la matière noire. Les axions ont une masse, donc s'ils existent en très grande quantité, ils ont suffisamment de gravité pour affecter des galaxies. Ils n'émettent quasiment pas de lumière, de sorte que même un énorme nuage entre eux serait difficilement détectable. Et ils ont une autre propriété étrange. Ils n'interagissent quasiment pas avec la matière normale. Un axion vous traverserait comme si vous n'étiez pas là. Si la matière noire était constituée d'actions, alors les nuages de celle-ci pourraient englober les amas de galaxies et nous ne les verrions même pas. Si tel est le cas, alors comment pouvons-nous détecter leur présence? Alors il s'avère qu'il existe un moyen. Mais avant d'en parler, nous devons revoir quelques notions de physique pour parler des lentilles gravitationnelles. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur les trous noirs, l'une des grandes idées d'Albert Einstein était que l'espace n'était pas vide. C'est un objet physique qui se comporte comme une membrane élastique sur laquelle les différents objets de l'univers sont posés. C'est ce qu'on appelle désormais l'espace-temps. Alors bien entendu, il ne faut pas prendre l'analogie au pied de la lettre. Mais c'est bien plus qu'une simple construction théorique, car elle a des implications réelles. En relativité générale, ce que nous percevons comme la gravité, c'est-à-dire la force qui attire les objets entre eux, devient tout simplement une déformation du tissu de l'espace-temps par une masse. Pour la lumière, la courbure de l'espace-temps par une masse n'est rien d'autre qu'un virage. Elle suit donc également la courbure de l'espace-temps. Et plus un objet est massif, plus il a de gravité, et plus il déforme l'espace-temps, et plus il modifie la trajectoire des faisceaux lumineux. Un peu comme une lentille dévie la trajectoire de la lumière dans une lunette. C'est pourquoi, quand la lumière est déviée par une masse dans l'univers, les astronomes parlent de lentille gravitationnelle. Imaginez maintenant un amas de galaxies. Il y a beaucoup de masse dans un espace relativement petit. Si une galaxie se situe derrière l'amas par rapport à nous, la lumière de cette galaxie lointaine est déviée par la masse de l'amas qui se situe sur son chemin. L'image de cette galaxie nous apparaît alors déformée et peut prendre des formes étranges. Les équations d'Einstein nous disent que la quantité de flexion dépend de la masse de l'amas. On peut donc en théorie mesurer la masse de l'amas par la distorsion de la lumière qu'il provoque. Cela nous permet également de localiser l'endroit où se trouve cette masse. Les astronomes ont utilisé cette méthode sur un amas de galaxies situé à environ 3,5 milliards d'années-lumière de nous, l'amas du boulet, qu'on appelle Bullet Cluster en anglais. C'est un objet particulier car il ne s'agit pas d'un simple amas de galaxies, mais d'une collision de deux amas. Deux énormes groupes de galaxies se heurtent physiquement et peuvent éventuellement fusionner pour former un amas beaucoup plus grand. Lorsque les galaxies entrent en collision, elles ont tendance à se traverser de part en part.
Mais lorsque deux amas de galaxies entrent en collision, les grandes quantités de gaz qui se trouvent entre les deux amas s'entrechoquent et devient extrêmement chaude. Tellement chaude que le gaz émet des rayons X. Des images optiques montrent les deux amas côte à côte. Les deux amas se sont déjà croisés une fois par le passé. Les galaxies sont traversées l'une l'autre, ce qui n'est pas le cas du gaz. Les nuages de gaz entrent en collision plus ou moins frontalement. À l'aide du satellite Chandra, capable de détecter les rayons X, les astronomes ont pu déterminer où se trouvait le gaz chaud. Et comme prévu, il se situe principalement entre les deux amas de galaxies, dont il ralentit la collision. Mais il y a mieux. Même si Bullet Cluster est très éloigné, il y a des centaines de galaxies encore plus loin derrière lui. La gravité de Bullet Cluster déforme les images des galaxies d'arrière-plan, et en mesurant très soigneusement cette distorsion, une carte de toute la masse de Bullet Cluster a été réalisée, y compris celle de la matière noire. Si la matière noire est constituée d'actions, alors on s'attend à ce qu'elle entoure les amas eux-mêmes, car comme les galaxies, les nuages d'actions se traversent les uns les autres. Les galaxies d'arrière-plan montrent qu'il y a beaucoup de matière, représentée ici en violet sur l'image. Et bien entendu, il ne s'agit pas du gaz chaud détecté par le satellite Chandra, et cette matière ne dégage aucune lumière connue. Cela ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la matière noire. Alors depuis que les observations de Bullet Cluster ont été faites, plusieurs autres amas ont été observés, montrant exactement le même comportement. Alors bien sûr, plusieurs tentatives ont été faites pour expliquer ces amas sans utiliser la matière noire. Mais au final, l'explication la plus simple semble être la meilleure. Une grande quantité de matière semble échapper à notre regard. Alors honnêtement, nous ne savons toujours pas ce que c'est que la matière noire. Les actions sont une possibilité, mais d'autres possibilités existent également. De nombreuses expérimentations ont été mises en place pour tenter de détecter différentes particules subatomiques. Mais la nature même de la matière noire, c'est-à-dire qu'elle ne dégage pas de lumière et n'interagit quasiment pas avec la matière ordinaire, la rend vraiment très difficile à détecter. C'est pourquoi il a fallu si longtemps pour découvrir que cette matière pouvait exister. Et il s'avère que la présence de matière noire a des conséquences profondes sur l'univers. Comme nous le verrons dans les prochains épisodes, nous avons une assez bonne idée de la façon dont l'univers a commencé et comment il a évolué au cours du temps. Nous pensons que des objets plus petits se sont formés en premier, s'agglomérant en structures de plus en plus grandes. Les étoiles se seraient formées en premier, puis les galaxies, puis enfin les amas de galaxies. Il s'avère que les plus grandes structures auraient eu du mal à se former dans l'univers primitif, car les étoiles et les galaxies nouvellement formées dégagent beaucoup d'énergie, ce qui aurait empêché des masses beaucoup plus importantes de s'agréger sans la matière noire. Alors les calculs nous indiquent que 25% de la matière dans l'univers n'est pas visible et serait de la matière noire. Les plus grandes structures de l'univers lui doivent leur existence. Nous, les humains, nous montrons souvent arrogants en pensant que nous occupons une place spéciale dans l'univers. Mais l'astronomie vient une nouvelle fois nous montrer la place minable que nous occupons. Car ce qui nous compose, les protons, les neutrons et les électrons, c'est-à-dire la matière ordinaire, ne représente que 5% de l'univers. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, nous avons vu que la matière que nous observons peut être qualifiée de matière ordinaire. La matière noire n'interagit pas avec la matière ordinaire. Elle n'émet pas de lumière, mais elle trahit sa présence par la gravité qu'elle engendre. La matière noire affecte la rotation des galaxies, ainsi que les amas de galaxies, mais également les très grandes structures de l'univers. La matière noire peut être détectée de nombreuses façons, notamment en regardant comment sa masse modifie les trajets de la lumière provenant des galaxies lointaines. Voilà donc ce qu'on pouvait dire actuellement sur nos connaissances à propos de la matière noire. Je vous l'avoue, c'est bien mystérieux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre en fonction des connaissances qu'on peut avoir sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure,
pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Salut!